un couple proéminent, respectés dans la communauté, sont poignardés à mort dans leur propre maison. Rien dans l'affaire n'a de sens. Pas la scène du crime, le mobile ou même les preuves médico-légales. Poignarder est un crime personnel. Il y a souvent une relation entre la victime et le tueur. Le groupe de travail d'agents et de policiers apprend rapidement. Rien dans cette affaire n'est habituel. Edna, New Hampshire, est une petite ville. C'est le genre d'endroit où les gens font confiance à leurs voisins et laissent leurs portes ouvertes. Un double meurtre a brisé cette confiance et a laissé toute la communauté terrifiée. Je suis Jim Kaufstrom, ancien chef du bureau du FBI à New York. Le FBI et la police locale travaillent ensemble jour et nuit. Essayez de trouver un mobile pour le crime brutal. 27 janvier 2001. Etna, Vermont. Bonjour. À 18h30, Carol Johnson s'arrête chez un ami, Suzanne, et la moitié de Zantop. Carol est censée dîner avec le couple. Susan, ce n'est pas comme eux d'oublier un dîner de fiançailles. Je suis là. Dans l'étude, elle fait une horrible découverte. La chambre est en ruine, les amis sont par terre. Le sang est partout. 7 minutes après avoir reçu la dépêche, la police de Hanovre est sur les lieux. Eric Bates est détective au département de police de Hanovre. Au moment où je suis arrivé, certaines des informations avaient été relayées quant à nature de ce qui s'était passé, qu'il y avait au moins 2 corps. Carol dit à la police que les victimes étaient toutes 2 des professeurs éminents de Dartmouth College, à proximité. La moitié de Zantop était professeur de sciences de la Terre. Sa femme Suzanne était la présidente du programme d'études allemandes. Carol est leur collègue. Ils l'avaient invitée à dîner à 6h30 ce soir-là. La maison Zantop était extrêmement propre et ordonnée. Rien n'était déplacé. Il y avait une maison sur 2 niveaux, sans vérification du sous-sol à l'étage. La maison n'avait pas été sécurisée, et c'est alors que moi-même et l'un des sergents de patrouille a traversé la maison et a systématiquement nettoyé la maison pour s'assurer que les tueurs n'étaient pas encore dans la maison, pour une raison quelconque. Je peux vous dire que je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible que la scène elle-même dans l'étude de la maison Zantop, même avec mon expérience militaire, alors et même maintenant, rien ne serait comparable à la scène de cette nuit. C'était potentiellement un meurtre-suicide, et c'était un double homicide. Il m'est apparu comme s'il préparait un repas léger. C'était mon impression qu'il préparait en fait un déjeuner et non un dîner. Bien que les corps aient été découverts à l'heure du dîner, Bates soupçonne que les Zantops sont morts tôt cet après-midi, avant le déjeuner, et que le couple est mort depuis plusieurs heures. Il y avait tellement d'objets de valeur dans cette maison que nous n'aurions même pas commencé à savoir ce qui manquait. Nous avons découvert des excréments de sang et une empreinte de botte sanglante, ce qui semblait être une empreinte de botte de toute façon, sur le sol. C'était juste à côté de cette cheminée à bois, et c'est une cheminée à bois. La première préoccupation de Bates est de préserver les preuves. La chose la plus proche qui était à proximité était du bois d'allumage. Avec un petit bois d'allumage, donc j'ai essentiellement bouclé chaque des gouttes de sang ou une empreinte que je pourrais trouver, dans l'espoir que plus tard, il pourrait être analysé. La police de Hanovre est un petit département de la ville. Ils ont des ressources limitées. Ils auront besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir. S'ils veulent seuls résoudre ce crime terrifiant et déroutant, en raison de la taille du Hanovre PD, l'unité des crimes majeurs de la police de l'État du New Hampshire entre pour enquêter sur le meurtre. Nous sommes l'un des quelques départements qui ont une unité d'homicide à plein temps.
Le sergent Mark Mudge est l'enquêteur principal, avec l'unité des crimes majeurs de la police de l'État du New Hampshire, sergent-major que nous avons. Probablement beaucoup plus d'expérience que de nombreux départements locaux, en étant capable de gérer des enquêtes de cette ampleur. Très bien, les gars. Voici les enquêteurs ont analysé l'étude sur la scène du crime primaire. En regardant la scène du crime, si vous êtes assez patiente et que vous êtes prêt à regarder, arrêtez-vous et écoutez et prenez toutes ces informations. Un positionnement des corps, les preuves physiques situées à l'intérieur de cette pièce. Si tu écoutes, ce corps te parlera. Ça vous dira ce qui s'est passé. Cela vous donnera des indices sur la façon dont cela s'est passé. Cela vous dira potentiellement qui peut avoir commis ce crime particulier. Le corps de Susan Zantop gisait près de la porte de l'étude. Le corps de son mari était plus loin dans la pièce. Une chaise renversée était à ses pieds, et 2 autres chaises ont été installées près du bureau. On aurait dit qu'une conversation avait eu lieu dans la pièce. Près des 2 chaises, la police fait une découverte surprenante. Nous avons quelque chose ici. Alors que nous commencions à traiter l'intérieur de la zone d'étude, nous sommes immédiatement tombés sur 2 feuilles de couteau de style tactique noir. Ces drapes de couteau étaient environ 9 à 10 pouces de longueur. Les 2 étaient non identiques. La police suppose que les couteaux manquants ont été utilisés pour tuer les Ozan. Ils pourraient être les armes du crime. Et 2 armes meurtrières pourraient signifier 2 tueurs dans le salon. Ils ont suivi la trace de sang menant de l'étude à la porte d'entrée. Tom Piper était le directeur du laboratoire médico-légal de la police de l'État du New Hampshire. Il est soulagé de voir que les preuves de sang ont été soigneusement conservées. C'est un trait inhabituel et, en fait, une des meilleures parties de la préservation de la scène du crime. Cela aurait pu se produire. Cela a éliminé les personnes entrant sur les lieux du crime, de marcher et d'effacer, ou contaminer preuve d'empreinte de chaussures. Le sergent Mudge note que la porte d'entrée est déverrouillée. Il n'y a aucun signe d'entrée forcée dans la maison. Pour le moment, tous les enquêteurs ont quelques réponses et une liste croissante de questions. Ont-ils invité l'auteur ou les auteurs dans ce ou les questions qui continuent de vous traverser l'esprit sont: est-ce que quelqu'un qui est connu des Santos? Près de la cheminée, Piper trouve l'empreinte de bottes sanglantes. Je voulais améliorer ces impressions à de meilleures fins de comparaison. Je les ai traitées avec un réactif d'amélioration du sang, appelé Lucas Crystal Violet ou LCV. Sur demande du LCB, l'impression a été encore renforcée, au point où il allait pouvoir être utilisé à des fins d'identification. Une fois qu'un suspect est en détention, l'empreinte du coffre pourrait être une preuve importante pour les procureurs. En 2001, Mike Delaney était le procureur général adjoint pour l'homicide, unité du New Hampshire, bureau du procureur général. Dans le New Hampshire, chaque fois qu'une mort suspecte est découverte, il y a une notification immédiate aux procureurs, qui sont immédiatement dépêchés sur les lieux pour aider les enquêteurs dans l'affaire. Dans ce cas, nos victimes étaient aimées, et des professeurs estimés d'un campus universitaire de l'Ivy League, et cela a rendu cette affaire très unique. Il était clair que le niveau de violence qui avait été infligé sur les Zantops était au-dessus de tout ce qui était nécessaire, dans le but de commettre un crime, y compris un meurtre potentiel. À cet égard, il avait les caractéristiques d'un crime passionnel, de quelqu'un qui a agi avec un niveau de violence. C'était de nature personnelle, en plus de la porte déverrouillée, l'extrême violence des meurtres. Cela semble être ce que les enquêteurs appellent exagération.
est une preuve supplémentaire que les Antops auraient pu connaître leurs tueurs. Si les tueurs connaissaient leurs victimes, puis la police cherche quelqu'un qui détestait les Ho-Zan, assez pour les poignarder brutalement à mort. Celui qui a commis ce crime est un tueur de sang-froid et doit être arrêté, mais la police doit d'abord les trouver. Pour ce faire, ils ont besoin d'un mobile, quelque chose pour expliquer ce crime odieux dans l'Etna Vermont. 2 éminents professeurs sont assassinés, poignardés à mort dans leur propre maison. Salut. Les enquêteurs soupçonnent celui qui a tué les Antops essaiera de quitter la ville dès que possible. Ils vérifient l'aéroport local, la gare routière et enfin une compagnie de taxi locale. Et s'ajuste là, selon le répartiteur, l'un des chauffeurs est venu chercher un étudiant local la nuit du 27 janvier. Il était tard, après minuit. L'étudiant se rendait à l'aéroport de Manchester. Aidez-vous. Les enquêteurs ont rapidement établi que l'étudiante était rentrée chez lui en raison d'une urgence familiale. Sans autre piste, ils supposent que les tueurs ont quitté la ville en voiture ou sont toujours quelque part dans la région. Le matin, le double homicide fait la une des journaux. Les Antops étaient des citoyens éminents. Selon le bureau du médecin légiste, blessures sur le corps du Zantop sont compatibles avec un couteau de combat tactique. Mark Mudge est commandant adjoint de l'unité des crimes majeurs pour la police de l'État du New Hampshire, basée sur les blessures que nous avons trouvées sur Helen et Susanna. Au moment de l'autopsie, ils avaient tous deux subi de nombreux coups de couteau. Susanna avait été poignardée 11 fois, et la moitié avait été poignardée 10 fois dans diverses parties de leur corps. Leurs gorges avaient été coupées. Un coup de couteau est un crime très personnel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux accomplir à une distance de 12, 13, 14 pieds, comme vous pouvez, avec une arme à feu. Un coup de couteau est quelque chose qui est un crime très personnel. Vous devez vous rapprocher de l'individu. Pouvoir affecter les dommages que le délinquant veut affecter à ces personnes. Encore une fois, les preuves suggèrent que les Santos connaissaient leurs tueurs. Les fourreaux des couteaux sont désormais le meilleur indice des enquêteurs pour les trouver. Tom Piper est le directeur du laboratoire médico-légal de la police de l'État du New Hampshire. Il y avait des empreintes digitales développées sur le dos de l'un des couteaux. Elle est partie dans l'étude Zantop. Nous avons ensuite cherché ces empreintes digitales via le système d'identification des empreintes digitales. Dans notre laboratoire, les enquêteurs recherchent dans la base de données du N6, comparer les empreintes digitales trouvées sur les fourreaux des couteaux à une base de données contenant les empreintes digitales des délinquants connus. Ils ne peuvent pas trouver de correspondance. Le fait que nous n'avons pas recevez une correspondance de la recherche d'empreintes digitales nous amène à plusieurs conclusions différentes. 1. La personne n'est pas dans la base de données, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été arrêtés. 2. Les empreintes digitales étaient d'une telle qualité qu'il n'a pas pu faire de correspondance avec l'ordinateur. Ou 3. La personne aurait pu être arrêtée. Cependant, les empreintes digitales, pour une raison ou une autre, je n'ai pas été intégré à la base de données. La police s'est tournée vers son prochain meilleur indice, une empreinte de bottes sanglantes trouvée sur les lieux. Nous avons dû rassembler toutes les preuves de chaussures, de tous ceux qui sont entrés en scène. Il y avait environ 14 paires de chaussures. Du personnel qui avait été sur les lieux du crime, nous avons ramassé toutes ces chaussures chez les voisins, aux ambulanciers, aux médecins légistes, au bureau de notre propre procureur général. Bonne impression de cette grande impression. Le laboratoire médico-légal
est capable d'éliminer les 14 paires de chaussures. Piper soupçonne que l'empreinte de la botte appartient à l'un des tueurs. J'ai scanné cette photo de cette chaussure en particulier. Impression sur les lieux du crime. Envoyez cette image au laboratoire du FBI dans leur section chaussures. Leur a demandé de faire une recherche dans leur base de données qui contient des milliers de modèles de semelles extérieures. Le labo du FBI dit à Piper que les chaussures. Impression a été faite par une marque haut de gamme de bottes de randonnée. C'est un bon indice. Mais jusqu'à ce que les enquêteurs aient un suspect. Ça n'a pas de sens. Il y a énormément d'informations qui doivent être traitées. Une fois que vous avez participé au traitement de la scène du crime et les preuves physiques, ce n'est qu'un aspect de cette enquête ou de toute enquête. Vous devez maintenant commencer à rechercher des personnes pour obtenir des informations. Dans ce cas, c'était tout un défi. Tout le monde connaissait Hoff et Susanna Zantop. Ils avaient des liens étendus avec le corps professoral. Ils avaient des centaines d'étudiants qui étaient en classe avec eux. Les enquêteurs se dirigent vers le collège, où travaillent les Zantops, pour apprendre tout ce qu'ils peuvent sur leurs victimes. De manière si réaliste, notre enquête a explosé à 360 degrés. Tu devais juste commencer à sortir tes palpeurs. Vous deviez commencer à générer des prospects. Vous avez dû commencer à interviewer beaucoup de gens sur le campus. Parents Hall Campus, voisins, tous les endroits, avec n'importe qui. Bien, peut-être il y a quelques jours. Au cours des entretiens que nous faisions sur le campus, nous avons généré une personne d'intérêt, qui était un étudiant de la santé et des hauts. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agissait? Non, parce qu'il parlait espagnol. Selon un étudiant, Zantop s'est disputé avec l'un de ses étudiants. Quelques jours avant qu'il ne soit assassiné, la police interroge l'étudiant. Il nous a été rapporté qu'il avait une vaste collection de couteaux. Quel genre de couteaux sont-ils? Ce sont des objets de collection. Lorsque nous avons mené l'entretien réel avec l'individu, nous avons également noté qu'il avait récemment subi une abrasion à la tête. Alors nous espérions que nous étions, tu sais quelque chose. L'étudiant se soumet volontairement à un interrogatoire. Il dit à la police qu'il avait été amical avec la moitié de Zantop depuis qu'il a suivi le cours de sciences de la Terre du professeur. Il explique qu'il plaisantait juste avec le professeur Zantop. Les enquêteurs examinent les antécédents de l'étudiant. Mais il a un alibi solide le jour des meurtres. Il n'aurait pas pu tuer les Zantops. La police a aussi enquêté sur les relations des Zantop avec leurs collègues, professeurs populaires sur le campus. Sur le campus, ils ont appris que la moitié de Zantop avait récemment obtenu un poste au lieu d'un autre professeur. Récemment, j'étais en Alaska. Nous avons dû nous rendre là où le monsieur vivait dans le partie ouest des États-Unis pour l'interviewer, parce qu'il était venu et reparti de la région de Hanovre au moment où l'homicide a eu lieu. Peu de temps après, la voiture du professeur est saisie. Il semble y avoir des taches de sang dans le coffre. L'analyse révèle que les taches ne sont pas du sang, selon le propriétaire du véhicule. Ils ont été préparés par un ragoût qui s'est renversé dans le coffre. Tandis que les enquêteurs suivent toutes les pistes, 2 détectives travaillent pour essayer de trouver les armes du crime. Ils visitent les magasins de détail de la région spécialisés dans les couteaux. Les fourreaux de couteaux que nous avions ont été produits pour un type de lame, un type de couteau. La lame elle-même est vraiment un outil paramilitaire ou tactique. Nos forces armées les utilisent. De nombreux services de police les utilisent. Ce n'est pas quelque chose est un outil qui va être utilisé par le randonneur moyen ou l'individu moyen. 6 jours après les meurtres, le fabricant de couteaux fournit les autorités du New Hampshire
avec une liste de tous les détaillants et distributeurs autorisés, dans le pays ventilé par État. De plus, il y a des centaines de concessionnaires dans tout le pays qui vendent les couteaux sur Internet. Basés sur les recherches que nous avons faites avec le fabricant, nous avons pu déterminer que nous allons devoir retrouver environ 5000 lames et couteaux, fourreaux qui ont été produits et distribués dans le monde entier. Nous n'avions pas une quantité considérable de main-d'œuvre pour pouvoir le faire. Les enquêteurs ont besoin d'aide et appellent le FBI. À l'époque, Brian Fitzel était un agent spécial affecté au Bedford, agence résidente du New Hampshire, du FBI. Donne-moi juste le bureau du FBI. Il savait que cela engloberait différents États et même international en raison de la nationalité des Zantops. Alors ils savaient qu'ils allaient atteindre bien en dehors des frontières du New Hampshire et voulaient que nous puissions aider avec ce genre de piste, avec la police nationale et locale. Le FBI rejoint le groupe de travail de Hanovre. C'étaient les nouvelles de la première page et systématiquement la police d'État. Le procureur général demandait à toute personne ayant des informations, s'il vous plaît, appelez. Et le volume de prospects qui arrivait était énorme. Tu sais, les appels téléphoniques, les gens qui appellent avec les informations. Le FBI déploie un système informatique, Rapid Start. C'est une base de données conçue pour suivre des centaines, voire des milliers de prospects, dans tout type d'enquête. Vous devez garder votre vision périphérique ouverte. Tu ne veux rien manquer si vous êtes trop rapide pour vous concentrer sur un domaine. Vous commencez à ignorer d'autres signes révélateurs ou d'autres signes qui, vous pouvez ou non être sur la bonne voie, alors que les enquêteurs luttent pour donner un sens à leur cas. Partout dans le pays, la couverture médiatique de l'affaire explose. Pour l'application de la loi, la pression est forte pour trouver une paire de tueurs brutaux. Dans le New Hampshire, 2 professeurs de l'Ivy League ont été brutalement assassinés dans leur propre maison. Les enquêteurs réexaminent les preuves. Ouais, absolument. Mais encore une fois, c'est bâclé. Ils essaient de déterminer si les Zantops ont été ciblés. Il ne semble pas qu'ils aient été. Un couteau est une arme du crime trop maladroite pour un assassinat. Aussi les tueurs ont fait des erreurs d'amateurs. Si le meurtre avait été planifié, pourquoi laisserait-il derrière les fourreaux des couteaux une empreinte, et même une empreinte digitale? Ironiquement, malgré les preuves trouvées sur les lieux, ils commencent à remettre en question si les Zantops avaient un lien avec leur tueur. Du tout. Agent spécial de supervision. Brian Fitzel, ça ressemblait à mesure que ça progressait de plus en plus, que ce n'est pas une connaissance qui a commis ces actes. Les enquêteurs peuvent également exclure le vol. Selon l'enquête initiale, rien n'a été enlevé de la maison. C'était une scène de meurtre qui ne correspondait pas à beaucoup de connus, ou l'expérience que la plupart de ces enquêteurs ont acquise. De nombreux homicides ne cadraient pas avec leur modèle normal. Il n'était pas évident qu'il y avait un mobile. Autre que le meurtre lui-même, c'était comme si ces gens avaient été tués, et les coupables ont couru par la porte. Les agents contactent le groupe de réponse aux incidents critiques du FBI à Quantico, Virginie. Les enquêteurs veulent comprendre comment fonctionnent les esprits de ces tueurs. Ils se tournent vers les profileurs. Ils verront en fait des centaines de cas d'homicide au cours de l'année, et donc ils développent réellement une expertise. Et ils peuvent voir des modèles parce qu'ils voient tellement de cas. Agent spécial de supervision. Jim Fitzgerald est un analyste d'enquête criminelle, un profileur. Il trouve le cas inhabituel. Nous avons 2 victimes à faible risque qui sont tuées dans leur propre maison, en plein jour un samedi. Aucun néanmoins, quand d'autres personnes, ostensiblement dans le quartier, sont à la maison. C'est la scène du crime.
Il semble que chaque Fitzgerald note que la position des chaises donne l'impression qu'une conférence impromptue se déroulait avant les meurtres, la seule chose qui, dans l'embrasure de la porte, il a été convenu avec les enquêteurs dans la salle et moi, qu'il semble qu'il y ait eu, au moins, plusieurs minutes dans lesquelles il y avait une sorte de conversation entre Unhaf et un ou les deux délinquants. Il semble que les délinquants, et nous nous penchions vers deux délinquants à ce stade, étaient orientés vers la mission, en ce sens que lorsqu'ils sont entrés dans la maison, leur but était de tuer monsieur et madame Zantop. L'arme du crime, une paire de couteaux de combat, est particulièrement troublante. L'utilisation d'une arme dans un homicide est très important pour votre type de délinquant. Si c'est un spécial du samedi soir, bon marché par opposition à un très cher. Pistolet avec silencieux. Cela vous dit que vous avez deux types de délinquants différents là-bas. Et à l'autre bout du continuum, même à une extrémité inférieure du continuum, si quelqu'un utilise un couteau, cela vous en dit long sur votre délinquante aussi. Était en mesure de déterminer quel type de couteau était réellement. C'est comme le fait que les tueurs aient utilisé des couteaux et laissé derrière eux des preuves cruciales leur dit qu'ils sont soit bâclés, soit peu sophistiqués. Les enquêteurs soupçonnent que les Zantop connaissaient leurs assassins ou les a autorisés à entrer dans la maison pour une raison inconnue. Fitzgerald commence à avoir une photo des tueurs, mais le niveau extrême de violence le trouble. Quand nous voyons un cas, cela n'a aucun sens pour diverses raisons. Du point de vue du profilage, nous frappons automatiquement la valeur par défaut de la jeunesse. Nous pouvons juste avoir quelqu'un ici jeune, que la motivation n'est pas une question d'argent. La motivation n'est pas de revenir vers quelqu'un ou même une rancune. C'est bon, nous sommes jeunes, et notre système de filtrage dans notre cerveau n'a pas encore démarré. Alors je sais que sortons et blessons ou tuons quelqu'un, il a peur. Il regarde peut-être des enfants qui ont tué juste pour le frisson. Le 9 février, une liste du comportement post-offensant du tueur, compilée par les profileurs du FBI et rendue publique. Les enquêteurs ont demandé au public de rappeler s'ils ont remarqué que quelqu'un présentait un comportement étrange à l'époque des meurtres, ou changer leur apparence, travail manquant, ou avoir des blessures ou des ecchymoses inexpliquées sur les mains ou les bras. Les appels affluent dans le groupe de travail. Aucune des pistes n'a abouti. Après 2 semaines de travail non-stop, les enquêteurs sont dans une impasse. Rien dans ce meurtre d'Antilope n'a de sens. Semble être un crime sans mobile. Chaque jour qui passe, la communauté devient plus désespérée. 2 meurtriers sont en liberté. Et les forces de l'ordre n'ont toujours aucune idée de pourquoi ils ont choisi les Santos et qui pourrait être leur prochaine victime. Dans le New Hampshire, un groupe de travail composé d'agents de la police nationale et locale et du FBI a essayé de déterminer pourquoi quelqu'un a assassiné 2 professeurs de Dartmouth dans leur propre maison. Il n'y avait aucun motif perceptible que nous pourrions trouver. Pourquoi ces gens seraient tués? L'agent spécial de supervision Jim Fitzgerald est un profileur du FBI affecté à l'unité d'analyse comportementale du FBI. On nous a dit, au départ, qu'il ne manquait rien à la maison. Nous avons découvert environ 1 semaine plus tard qu'en fait, il manquait quelque chose à la maison. Les agents ont appris que Hafzan Top portait toujours un portefeuille. Et son portefeuille n'a jamais été retrouvé, avant que nous apprenions que le portefeuille manquait. Cela ressemblait presque à un crime sans motivation. Maintenant qu'ils savent qu'un des portefeuilles de la victime a disparu, ça change tout. Nous avons dit que cela pourrait être un peu différent maintenant, et c'était peut-être une citation sans citation.
Un simple vol qui s'est très très mal passé, messieurs. Si le mobile était effectivement le vol, les enquêteurs n'ont qu'une poignée d'indices trouvés sur les lieux. 2 empreintes digitales non identifiées, une empreinte de bottes non identifiée et 2 fourreaux de couteaux vides. Le groupe de travail se concentre sur les fourreaux des couteaux et trouver les armes du crime. Il y a vraiment un moment dans une enquête où vous fournissez le travail comportemental autant que vous le pouvez. Et puis tu dois t'asseoir et laisser le travail de gomchou avoir lieu. Regarde ça. Travailler avec le fabricant. Les enquêteurs s'efforcent de traquer la vente de 5000 couteaux de combat partout dans le pays. Ce sont tous les marchands de cet endroit. C'est environ 5000 d'entre eux. En plus d'interroger les détaillants de la région, enquêteurs recherchent des marchands qui vendent des couteaux de combat sur Internet. En février, ils contactent un détaillant Internet dans le Massachusetts, agent spécial de supervision. Brian Fitzel. 2 des couteaux avaient été achetés par un individu du Vermont. Tu sais, 20 milles de la scène du crime. Les cloches ont commencé à sonner et des drapeaux ont été levés pour que nous puissions faire une bonne pause ici. L'achat de 2 couteaux de combat identiques est une piste extraordinaire. Enquêtez immédiatement sur son suivi. Les 2 couteaux ont été achetés par un dénommé James Parker. Il vit de l'autre côté de la State Line, à Chelsea, dans le Vermont. Mark Mudge est commandante adjointe de l'unité des crimes majeurs de la police de l'État du New Hampshire. Lorsque nous avons pris le contact initial avec les occupants de la maison, nous avons été quelque peu choqués par le fait que c'était acheté par un mineur Jimmy James Parker. N'a que 16 ans. Que se passe-t-il, James Parker? Oui, nous voulons vous parler de quelques couteaux. James Parker a indiqué qu'il avait acheté 2 couteaux. Je ne t'ai pas dit à ce moment-là qu'il en a acheté un pour lui et un pour un de ses... Un gentleman du nom de Robert Tulik, qu'ils avaient acheté les couteaux pour qu'ils puissent les utiliser pendant qu'ils faisaient de l'escalade. Les détectives ont demandé à Parker où sont les couteaux maintenant. Alors nous les avons emmenés dans une armée et une marine locale. Il leur dit que les couteaux étaient gros. Les garçons ont décidé qu'ils étaient trop lourds pour l'escalade et les a vendus dans un magasin de la marine de l'armée. Le soldat a dit que les cheveux sur la nuque étaient debout. Parce que quand il a commencé cette interview, il avait le sentiment que ce n'était pas une histoire légitime. Les enquêteurs ont demandé à Parker s'il était prêt à répondre à quelques questions au poste de police. Ce n'est pas grave si je suis avec ça, Ira. Parker accepte d'être interviewé. Là tu vas, Fils. Et puis les enquêteurs sont allés interroger son partenaire. Et encore la même histoire, qui n'était pas vraiment à la hauteur. Qu'est-il arrivé au couteau? Robert Tulloch, 17 ans, corroborait l'histoire de Parker. Nous avons réalisé que les couteaux étaient trop lourds pour nous. Donc les couteaux étaient trop lourds. Les garçons les ont vendus pour $60 la pièce à un inconnu au magasin Army-Navy à Burlington, Vermont. Avez-vous des chaussures? Bottes, quelque chose comme ça. Les enquêteurs sont immédiatement méfiants. La déclaration de Tulip n'est pas seulement proche de celle de Parker, c'est pratiquement identique. C'est comme si les 2 garçons avaient mémorisé leur déclaration à l'avance. Puis le détective remarque quelque chose de glaçant. Il a remarqué que les chaussures étaient la marque et le modèle de la chaussure de randonnée que nous examinions. Donc, je veux dire, il a su très tôt. C'était probablement quelqu'un impliqué dans cette scène de crime. Ils veulent vous emmener au siège. Il a fait un très bon travail en maintenant l'entretien. Parce que c'était... Tu sais qu'aucun mandat d'arrêt n'était en cours. Il est allé là-bas pour en savoir plus sur les couteaux. Et puis, très vite réalisé qu'il avait affaire à l'un des meurtriers, juste là, Robert
Tulik accepte d'accompagner les détectives au bureau du shérif de Chelsea, prendre les empreintes digitales, malgré les soupçons de l'enquêteur, sans preuves solides à l'appui d'un mandat d'arrêt. Ils sont incapables de détenir Tulik ou Parker. Le procureur général adjoint Mike Delaney, ils n'avaient pas d'antécédents d'activité criminelle. Ils ont coopéré, avec la police quand ils sont arrivés. Ils ont volontairement fourni des informations, des empreintes digitales et des chaussures. Il est libre de partir. Il a passé un appel tard dans la nuit à Tom Piper, le directeur du laboratoire médico-légal de la police de l'État du New Hampshire. J'ai reçu un appel téléphonique à minuit, demandant mon aide au laboratoire, pour faire une comparaison entre une paire de bottes qui ont été récupérées dans un suspect dans cette affaire, à ces impressions qui ont été développées sur les lieux du crime, afin d'obtenir un mandat d'arrêt. Les enquêteurs ont besoin de preuves que les bottes de Robert Tulik correspondent à l'empreinte de bottes sanglantes trouvées sur la scène du crime. La pression qui était entourant ce cas particulier était énorme. Je n'ai jamais travaillé dans une affaire, dans notre État, qui avait autant de pression. Si quoi que ce soit, cela nous a amenés à prendre du recul et à revérifier, et double et triple vérifier notre travail, avant de laisser quoi que ce soit sortir de ce laboratoire. C'est ta carrière en jeu. Si vous faites une erreur d'identification, vous pourriez aussi bien laisser le monde de la criminalistique derrière vous, parce que tu ne peux jamais faire une autre affaire. Le docteur Piper compare une impression tirée des bottes de Tulik à une impression prise à la Zantop House, vers 3 heures du matin. Un collègue et moi-même avons fait une correspondance entre les impressions laissées sur la scène du crime et les bottes qui ont été prises au suspect. Les empreintes digitales recueillies sur la scène correspondent à celles de Parker. Nous savions que nous avions affaire à nos meurtriers, et les 2 meurtriers le savaient aussi, parce qu'après le départ des soldats de l'État, ces enfants sont partis cette nuit-là. Ils se sont réunis et ont fui. Alors ils ont donné des empreintes digitales et des chaussures, et puis est passé en mode fugitif. Après des semaines de recherche, les agents et la police, identifiant enfin leurs suspects, seulement pour les perdre, 2 tueurs d'adolescents mortels sont maintenant en liberté. Des preuves médico-légales ont impliqué 2 adolescents, James Parker et Robert Tulik, dans un double meurtre brutal. Détective Eric Bates avec Hannah. Armé de mandat, la police se rend chez les garçons. Tous 2 vivent avec leurs parents dans la petite ville de Chelsea, Vermont, non. Je n'ai vraiment aucune idée quand nous sommes entrés à Chelsea ce matin-là, et c'était tôt le matin. Nous avions appris qu'ils avaient tous 2 fui pendant la nuit, se dirent les parents, qu'ils allaient tous les 2 être avec l'autre famille. Le détective Eric Bates interroge les parents de Robert Tulik. Ils n'ont aucune idée d'où est leur fils. Il était difficile de traiter avec les parents de ces tueurs, connaissant les informations que nous avions. Vous apprenez que les membres de la famille étaient de bonnes personnes et que, malheureusement, leurs enfants étaient devenus des meurtriers. Dans la chambre de Tulip, les enquêteurs font une découverte cruciale. Dans une boîte en carton, ils trouvent 2 couteaux de combat. Dans leur déclaration, Parker et Tulip affirment avoir vendu les couteaux à un inconnu. Les enquêteurs ont trouvé les armes du crime. Mike Delaney est procureur général adjoint, travaillé avec l'unité des homicides. Une fois que nous avions les couteaux dans la chambre, c'était assez clair à quoi nous avions affaire. Et à ce moment-là, je pense que tout le monde avait solidifié les opinions qu'il, en fait, était indirectement impliqué dans la commission de ces crimes. C'est là que nous en sommes. Le problème c'est que Hanovre, l'affaire s'est transformée une fois que Parker et Tulik se sont enfuis. Ils avaient changé de vitesse essentiellement d'une enquête
Essayer de découvrir qui avait causé cela maintenant à une poursuite réelle. L'élan a augmenté, l'intensité a augmenté, mais ça nous a donné beaucoup de satisfaction. Que nous avons pu identifier qui étaient les auteurs de ce crime, un beau lot, où soyez à l'affût, et délivré pour 2 adolescents conduisant une Audi 1987 argentée. Ils sont recherchés pour être interrogés en relation avec les meurtres de Zantop. On ne sait jamais ce qu'il y a dans l'esprit d'une personne, ce qu'ils vont réellement faire lorsqu'ils sont confrontés, mais certainement, du point de vue de l'application de la loi et pour le bien du grand public. Vous devez supposer le pire à cet égard, et nous l'avons fait. Comment vas-tu ce soir? Un axiome par lequel nous vivons dans le secteur du profilage est que le comportement passé est le meilleur prédicteur du comportement futur. Donc par tous les moyens, ces deux-là étaient considérés comme armés et dangereux et toutes les agencées et États concernés qui ont été contactés, on m'a dit que tu sais, soyez très prudents lorsque vous affrontez ces deux parce qu'ils ont tué. Déjà, les photos de Parker et Tulip paraissent dans les journaux et à la télévision dans tout le pays. Le FBI a émis le UFAP, le vol illégal, pour éviter les poursuites, pour nous aider dans notre enquête sur les fugitifs. Ce que cela permet, c'est que le FBI peut générer beaucoup de ressources sur un UFAP. Dans le Massachusetts, un soldat de l'État trouve une voiture abandonnée à un relais routier. C'est une Audi 1987 argentée. Le soldat appelle les plaques d'immatriculation. En quelques minutes, il sait que la voiture appartient à James Parker. Les agents convergent vers le relais routier. Un employé se souvient avoir vu 2 adolescents nets demander au camionneur de se rendre en Californie. Selon l'employé du relais routier, l'un des garçons avait les cheveux foncés. Il le portait à pointe, l'autre garçon était blonde. Ils se sont appelés Sam et Tyler. Nous avons pu efficacement réduire le temps de notre trace à la sortie initiale du véhicule, dans l'aire de repos de Sturbridge, Massachusetts. À Sturbridge, les 2 garçons ont fait du stop avec une équipe de camionnage mari et femme. Ils ont déposé les garçons à une autre aire de repos. Déterminons dans quel type de camion ils sont partis. À partir de là, basé sur ces applications agressives, les ressources du FBI envoient immédiatement des gens dans ces aires de repos. Le FBI agit vite. Ils avisent les entreprises de camionnage et dépêchent que les 2 adolescents sont recherchés. On pense qu'ils sont armés et dangereux. Les autorités ont appris. Les 2 adolescents ont peut-être été repérés à un relais routier, à Columbia, New Jersey. Selon des témoins, ils ont fait du stop avec un autre camionneur. Nous réduisions la poursuite, parce qu'au fur et à mesure que nos informations s'amélioraient, il était clair pour nous où nous pensions qu'ils allaient. Les agents informent la police dans toute la région que les fugitifs semblent se diriger vers l'ouest. 19 février 4, 3 semaines après le double homicide, le shérif de Newcastle, Indiana, écoute le bavardage sur sa radio CB. Il entend un camionneur demander « Si quelqu'un peut conduire 2 garçons du New Jersey, ils veulent aller en Californie. Il ne révèle pas qu'il est policier et dit rapidement au camionneur qu'il serait heureux de conduire les garçons. Il demande au camionneur de les déposer à un relais routier à proximité. L'officier accélère pour les intercepter. Selon le bolo, les suspects sont armés et dangereux. En cours de route, il appelle à des renforts. Il a peut-être trouvé les tueurs dans l'Indiana. Un shérif tente de piéger 2 adolescents fugitifs à un relais routier. James Parker, 6 ans, et Robert Tulloch, 17 ans, sont tous 2 recherchés pour le meurtre brutal de 2 éminents professeurs. À l'arrêt du camion, l'agent demande leurs noms aux 2 garçons. « Quel est ton nom ?»« Tyler J. Jones. »
Tyler J. Jones. Quel est le J pour Jeffrey? Tyler. Jason Jones. Jeffrey. Ok, d'où viens-tu? Nous sommes d'Encino, en Californie. Peux-tu épeler ça? ENS. Et vous, quel est votre numéro de sécurité sociale? Attends une seconde. Copie que j'ai la description. C'est toi, tu as entendu ça. Nous avons le suspect ici. J'ai identifié le suspect. Il met Parker et Tulik en garde à vue. James Parker a été ramené dans l'État du New Hampshire avec Robert Tulik. Une audience de certification pour adultes a été ouverte contre James Parker. Et il a finalement été jugé comme un adulte. Eux pour les meurtres de Hells et Susanna Zantop, juste pour voler de l'argent. Une fois. Qui l'a sait? Les avocats de James Parker ont approché l'État du New Hampshire en voulant qu'il témoigne contre Robert Tulik. Alors, à qui était cette idée? James Parker a fini par coopérer avec les forces de l'ordre et a été longuement interviewé par la police de l'État du Hampshire et le bureau du procureur général. James Parker plaide coupable à une accusation réduite, complice d'un meurtre au 2e degré, Robert. En échange, il accepte de témoigner contre son meilleur ami. Il raconte à la police l'histoire effrayante de ce qui s'est passé le jour. Les Zantop ont été assassinés. Essayez quelque chose. Ce qui s'est matérialisé, c'est le fait que ces 2 gars s'ennuyaient de leur vie dans le Vermont, qu'ils envisageaient d'aller en Australie ou dans un endroit lointain. Ils ont initialement décidé qu'ils allaient voler quelqu'un et prendre leur carte de guichette automatique ou quelque chose à cet effet. Prenez 10 000, ne les envolez-vous pour l'Australie. Et j'ai une question sur notre voiture. Ils ont eu l'idée de frapper à la porte de quelqu'un et dire qu'ils ont eu des problèmes de voiture. Pouvons-nous entrer pour utiliser votre téléphone? Et quand je ne le pense pas, ils ont essayé ça dans le Vermont. La personne s'est sentie très fortement que ces 2-là n'étaient pas bons et leur a claqué la porte au visage et a dit « Sortez de ma propriété ». Il était très proche d'en être victime. Eh bien, quand leur prétexte pour une voiture cassée n'a pas donné de bons résultats, ils l'ont changé en « étudiant » menant une enquête pour leur école. Ok, avant de faire un... Alors ils se sont présentés à la maison Santa Tops totalement au hasard. Et malheureusement, le fait que Hop et Susanna étaient professeurs d'université les a amenés à être très ouverts et confiants envers les étudiants et invitez-les chez eux, dans un environnement de bureau où la moitié a été assassinée. Il était clair qu'il était assis à son bureau, conversation avec ses 2 étudiants, qui écrivaient leurs fausses notes et l'interviewaient et, tu sais, et puis le signal a été donné à eux pour l'assassiner de sang-froid, directement dans son bureau. Juste quelques questions d'enquête, mais Suzanne et la moitié de Zantop étaient professeurs. Humait ta femme la seule personne dans cette maison. Il croyait qu'il fallait aider les étudiants. Ok. Eh bien, depuis combien de temps êtes-vous mariés et que faites-vous? Tragiquement, leur dévouement a conduit à leur mort. Tu sais quoi? Décès aux mains de 2 adolescents, qui les agents soupçonnent d'avoir tué simplement pour le frisson. Leur but était de commettre un acte violent et le Zantop se trouvait juste au mauvais endroit, au mauvais moment dans leur propre maison. Et comme c'est malheureux quand ces auteurs ont été interrogés après coup, l'un d'eux a admis qu'ils avaient réalisé qu'ils avaient laissé les draps et avaient pensé à revenir à la maison pour les récupérer. Et je crois qu'ils ont dit, quand ils sont passés devant la maison avec ça à l'esprit, une présence policière était déjà là. Les enquêteurs cherchent un moyen d'expliquer pourquoi Talon et Parker a assassiné les Zantops si brutalement ce que vous faites.
Le profileur du FBI James Fitzgerald voit ce type de violence aléatoire comme faisant partie d'une tendance terrifiante. Nous vivons dans une société différente aujourd'hui. Même dans notre culture juvénile, ils sont constamment exposés à la violence. Et je crois, Parker et Tulloch s'intègrent parfaitement dans ça. Motivation de cette catégorie, pour ne pas revenir vers quelqu'un ou même une rancune. Alors je sais que sortons et blessons ou tuons quelqu'un, et nous en voyons de plus en plus, malheureusement. Quand tu es parti ce soir-là, où êtes-vous allé? Nous avons passé beaucoup de temps avec lui, plusieurs jours, alors qu'il passait par la façon dont lui et Robert Tulloch avaient concocté. Et finalement, a perpétré ce crime, il n'a montré aucun signe d'émotion, aucun signe de remords. Pour ce qu'il avait fait, j'ai poignardé les Xanthops. Il venait plus ou moins d'un environnement de classe moyenne, zone à faible criminalité. N'avait pas, certains des pièges que peut-être d'autres, peut-être obligés de faire l'expérience de haine, dans des environnements moindres, mais quand même, il y avait un dysfonctionnement à leur sujet et, quand leur chimie était mélangée, une issue violente était apparemment inévitable. Les enquêteurs ne sauront jamais ce qu'il en était des deux garçons et leur chimie qui a déclenché une telle rage. En avril 2002, James Parker est reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Il est condamné à 25 ans de prison. Robert Tulloch est reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Il est condamné à passer le reste de sa vie en prison, sans possibilité de libération conditionnelle.